cas, j'ai le grand plaisir d'inviter Claudie qui va nous parler du Moon Village. C'est une... Et je suis vraiment très content qu'elle soit venue pour ce festival qui est un grand festival, comme vous l'avez entendu, comme vous allez voir. Merci Jean-François. Je suis ravie vraiment de pouvoir passer cette soirée avec vous et de découvrir le festival Big Bang. Je ne vais pas pouvoir rester avec vous très très longtemps, mais je sais que pendant 4 jours, vous allez avoir plein d'activités absolument époustouflantes. Ce festival global, comme vous le disiez, puis alors ce thème qui va nous permettre d'explorer un petit peu l'avenir et l'avenir de l'humanité. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait penser un peu en ces termes. Je vais vous accompagner dans cette aventure. Alors, l'aventure continue. J'espère qu'on va pouvoir régler la taille des diapos, parce que je les ai préparés. On va avoir du mal à voir la partie latérale. Et donc, beaucoup de plaisir à vous accompagner et vous présenter un petit peu où on en est de la Lune. Alors, vous le disiez, la Lune, il y a une actualité qui est vraiment très, très importante. Ces dernières semaines, c'est pratiquement tous les jours qu'il se passe quelque chose sur la Lune. Et alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le fait qu'on est en train de préparer l'anniversaire des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune en juillet. Mais il se passe vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et c'est une aventure qui est en train réellement d'avancer. Alors, ravi d'être avec vous, Big Bang, avant de partir sur la Lune. Bon, j'ai voulu rendre hommage à Jean-François, on voit que l'avait écrit. J'ai voulu rendre hommage à Thomas Pesquet, qui était avec vous l'année dernière, et qui vous avait envoyé une photo depuis la station spatiale de votre belle région. Alors j'ai regardé sur une carte, je ne suis pas sûre que sur cette photo-là, on voit Saint-Médard-en-Jalles, qui doit être quand même un tout petit peu plus bas. Et puis, alors on n'est pas vraiment dans la bonne taille, je vous avais emmené jusqu'à la Terre, vue depuis la Lune, cette merveilleuse image qui nous fait rêver. Et je vous faisais passer du Big Bang qui s'appelait l'an passé La Terre vue d'en haut, au Big Bang qui s'appelle cette année L'aventure continue vers la Lune. La Lune, c'est pas simplement cet avenir, qu'est-ce qu'on va y faire dans les années à venir. Ah, vous avez bien reprécisé 54 et Objectif Lune. Et moi j'ai commencé, mais on ne va pas le voir, hein, parce que c'est là encore sur la partie latérale. J'ai plongé dedans pendant mes cours de grec. Oui, il ne l'a pas dit Jean-François, j'ai fait du latin et du grec aussi. Ça c'est accessoire. Dans la jeunesse. Non, le grec, parce que j'ai lu Lucien de Sabossat, qui racontait dans ses histoires vraies, qui n'étaient pas vraies du tout d'ailleurs, il le précise dans son introduction, les histoires véritables, comment il avait rencontré des Luniens, des Sélénites, et j'avais commencé à être intéressée par ce sujet. Et puis c'est vrai que l'aventure de 69, moi j'avais 12 ans en 69, m'a fait me plonger dans tous les autres récits concernant la Lune, que ce soit Cyrano de Bergerac, Jules Verne bien sûr, le baron Munchausen, bien évidemment les Objectifs Lune, et même là-bas caché aussi, ça c'est pour les petites filles, il y avait Caroline dans la Lune. Et, Martine n'est pas allée dans la Lune pour les petites filles, et les mamans qui connaissent les Martines, mais Caroline, il y avait un numéro dans la Lune. Et puis bien sûr, c'est de la science-fiction, mais c'est aussi de la science. On peut vraiment rien faire pour ramener le... Ouais. Il y a de la science-fiction, et puis bien sûr la science aussi. Et je vous ai mis le livre de Kepler qui s'appelle Le Songe, et en fait Kepler était un des premiers immenses scientifiques bien évidemment, mais aussi vulgarisateur de la science, et il avait envie d'expliquer à un public qui n'était pas un public spécialiste qu'est-ce que c'était que toutes ces découvertes qu'il avait fait en astronomie, et il l'avait raconté sous la forme d'un songe pour nous amener avec l'imaginaire à mieux comprendre les données scientifiques.
Ouais, c'est pareil. Pas de son, du 16 neuvième. Non, on est en direct. Hein. Parle-nous en attendant de tes deux missions. Oui, j'y arrive. C'était prévu. On a perdu complètement l'image. Si vous laissez comme ça s'affiche pas, c'est pas grave. Oui, c'est comme ça, si ça marche. Voilà. Non mais on a le cadre de cours, mais on va rester comme ça. Ok, super. Donc voilà, les deux photos du Big Bang. Donc le livre de Lucien Samosat, tout là-bas, par Caroline, dont je vous avais parlé. Je passe maintenant à un autre aspect de la Lune, et je le dis aussi parce qu'aujourd'hui il y a un moment important à Paris, la grande exposition au Grand Palais sur la Lune. Une très belle exposition que j'ai eu la chance de voir, et justement Ryan Group y est présent, et je pense bien à eux là-bas, et à tous ceux qui vont pouvoir découvrir cet aspect autre de la Lune, par l'aspect technologique, par l'aspect politique qu'on va aborder, mais tout cet aspect d'art qui a tout à fait sa place ici au festival. Et je vous ai mis toutes les images des films qui ont été présentés, bien sûr Méliès. Alors, une femme dans la Lune, il y avait un film, Femme dans la Lune, et l'annonce vient de tomber que la mission lunaire prévue par les Américains, Moon 2024, on a entendu ça récemment, allait s'appeler Artemis, qui est la sœur jumelle d'Apollo, mais qui est une déesse. Donc c'est un bon signe pour que l'équipage, le prochain équipage, soit un équipage mixte. Et là, il y avait déjà une femme sur la Lune. Apollo 13, qui nous a tous fait très trembler. Et puis tout récemment, le très beau biopic du First Man, qui là aussi était tout à fait passionnant. L'art, alors je vous ai mis quelques images, j'aime beaucoup l'art et tout ce que ça nous permet justement de plonger dans des environnements moins scientifiques qu'habituels, alors que ce soit Chagall, De Staël, Paul Klee. Vous verrez tout ça à l'exposition dont je parlais. Malgré tout, on ne voit pas tout, parce que j'avais mis deux images qui sont présentes à l'exposition, qui sont issues de la symbolique et qu'on retrouve dans la technique. Au niveau chinois, cette image qui vous montre la déesse de la Lune, qui s'appelle Shang, et qui est toujours accompagnée de ce petit lapin, le lapin de jade, qui s'appelle Yutu. Et la sonde chinoise qui est actuellement sur la face cachée de la Lune s'appelle Shang 4. Et le petit rover qui est en train de se déplacer à la surface s'appelle Yutu. Donc il y a effectivement la déesse et son lapin de jade. Il faut décaler par là. Et là on en profite parce qu'on voit Chandra, qui est la déesse de la Lune indienne. Et la sonde indienne qui normalement est prévue. Voilà. On voit tout. Les ingénieurs. On a besoin des ingénieurs. Donc la déesse Chandra, déesse indienne, et la prochaine sonde indienne qui va partir pour la Lune s'appelle Chandrayaan, la mission Chandrayaan 2. La Lune, c'est aussi tous ces mythes. La pleine lune, les loups-garous, les balles des sorcières, l'influence de la lune et ses mystérieux pouvoirs, l'effet de la lune sur l'homme, on dit plus souvent sur la femme d'ailleurs. Tout ça, c'était voilà, cet environnement dans lequel la lune fait partie de nos imaginaires et que Annie-Laure a très bien raconté aussi avec ce qu'elle propose dans cette vision et cette réalisation artistique. Et puis à un moment donné, ça s'est concrétisé avec une impulsion politique si forte, vous avez tous en tête,
le discours de Kennedy, les deux discours de Kennedy, celui de 61 et celui de 62 à Rice University, qui a lancé ce défi extraordinaire d'atteindre la Lune et d'y déposer un équipage avant la fin de la décennie. Et donc effectivement, juillet 69. Dans cette lutte, cette conquête de la prédominance par rapport à l'Union soviétique, il y avait eu toutes ces premières, 57, le Spoutnik, 61, le 12 avril, le vol de Gagarine, 63, le vol de Valentina Tereshkova, et puis Alexei Leonov, première sortie dans l'espace en 65, et la 69, une première américaine, le premier pas de l'homme sur la Lune. Qu'on va célébrer, je pense que vous le recélébrerez ici aussi. J'en profite pour dire que je suis la marraine de la Cité de l'Espace à Toulouse, pas très loin de chez vous, et qu'il y aura il y a une très belle exposition en cours qui sera inaugurée la semaine prochaine, une grande soirée le 21 juillet, puis une grande soirée à Paris, au Grand Palais, le 20 juillet. Tout ça pour célébrer ce moment qui a fait une disruption, oui, une rupture dans notre vision, pensée de l'humanité. Alors moi, à cette époque-là, je vous le disais, j'avais 12 ans. Et j'étais cette petite fille qui a passé la nuit complètement conquise, émerveillée dans la magie du moment, de voir l'arrivée sur la Lune et la descente du premier pas Armstrong, et puis l'empreinte d'Aldrin qu'on a vu tout à l'heure. C'était un début de rêve. Je vous l'ai dit, j'ai plongé dans la science-fiction et dans la science et dans les documentaires. Je suis devenue médecin parce qu'il n'y avait pas d'école d'astronaute à l'âge de 12 ans, ni d'ailleurs maintenant. Mais ça m'a probablement donné l'audace de répondre oui, c'est pour moi, et d'essayer, quand j'ai vu cet appel à candidature du CNES en 85, où Jean-François et moi, on a eu le bonheur d'être sélectionnés et de devenir des candidats astronautes. Et j'ai donc rejoint à ce moment-là le corps des astronautes français, puis des astronautes européens à partir de 99. Et là, je vous ai mis une photo des 10 astronautes français que vous connaissez bien, et dont Thomas qui est avec nous présent là, même s'il n'est pas tout à fait de la génération Apollo, dont nous sommes tous par ailleurs. Et j'ai eu la chance de réaliser donc 2 missions spatiales. En 87, c'était à bord de la station Mir, station d'enseignement soviétique, et la deuxième mission en 2001 à bord de la station spatiale internationale. Alors on voit l'image de la mission Andromède, là-bas, la deuxième mission, et on voit la station spatiale telle que je l'ai connue en 2001. Elle était toute petite, il y avait simplement 2 modules et un nœud de jonction par rapport à la Station spatiale internationale telle que vous l'avez découvert avec d'autres missions par la suite, et la mission de Thomas qui l'a magnifiquement illustré et partagé pendant sa réalisation de mission. Donc c'était un rêve, j'ai pu réaliser mon rêve d'être astronaute, j'ai pas mis les pieds sur la Lune et je ne l'aiderai pas, mais j'ai toujours un désir de Lune, et c'est pour ça que j'ai accepté volontiers d'emboîter le pas au directeur général de l'Agence spatiale européenne, Jan Wagner, quand il est arrivé en 2015, avec cette vision de penser la Lune et de penser village sur la Lune, village lunaire. Alors, j'ai remis un petit peu ce qui était la génération Apollo, ce qui est la génération Apollo. Donc, dans l'image des astronautes français, j'ai enlevé Thomas, parce que Thomas n'était pas né, et tous les astronautes aujourd'hui de la nouvelle sélection de l'Agence spatiale européenne n'étaient pas nés en 69. Je vous ai mis quand même Catherine Johnson là-haut, parce que j'aime bien faire la place aux femmes où elles n'ont pas été suffisamment reconnues. Enfin, Catherine Johnson l'a été parce qu'il y a un très beau film qui s'appelle Les Figures de Londres, Hidden Figures, qui montre à quel point, effectivement, des femmes étaient présentes dans le traitement des données, dans l'organisation des données. Et Catherine Johnson avait même la confiance absolue de John Glenn, c'était même avant la Lune,
pour corriger sa trajectoire, ce qui a été bien utile, puisque comme vous le savez, le vol de John Glenn en 62 n'a pas été si facile que ça pour le retour, mais il avait confiance dans les calculs de Katherine Johnson. Et après, je vous ai mis des gens qui comptent, qui sont des visionnaires, qui accompagnent les pas successifs de l'humanité. Peter Diamandis, qui est un des créateurs du X-Prize. Pour les gens qui connaissent un peu le spatial, vous savez que tout récemment, il y a eu un Lunar X-Prize, co-sponsorisé avec Google, et qui avait pour objectif de faire développer un petit rover sur la Lune, capable de se déplacer pendant 500 mètres et d'envoyer des images de son trajet. Il y a plein d'équipes qui sont mobilisées. Le prix a été clos à un moment donné parce qu'il n'y avait pas les lanceurs qui permettaient d'accéder. Il y a plein de petits rovers, et on va les revoir après, qui sont dans les starting blocks pour aller sur la Lune. Ils sont prêts à avancer. Génération Apollo, Richard Branson, bien sûr, et vous savez tout ce qu'il propose aujourd'hui sur le vol suborbital, le tourisme spatial, avec beaucoup de progrès, peut-être dès cette année, un vol avec des touristes embarqués. En tout cas, je crois qu'il a dit qu'en juillet, il voulait voler lui avec son fils, puisque tous les tests ont été faits et que maintenant ça semble possible. Et puis dans la génération Apollo, il y a Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui, depuis quelques années, a développé sa société dans le domaine du spatial, le Blue Origin, et qui nous montre à quel point il est prêt à faire des propositions tout à fait intéressantes. Puis il y en a qui sont nés après, alors peut-être un petit peu orphelins de ce rêve, de ce qui nous a donné envie d'avancer, et peut-être que ça explique un peu leur façon très audacieuse d'envisager l'avenir et de proposer des visions. Ils sont tous nés après 69. Elon Musk, patron de Google, Larry Page et Sergey Brin, Mark Zuckerberg aussi. Alors, pour les uns, c'est des lanceurs, pour les autres, c'est des constellations de satellites avec l'idée de pouvoir permettre l'accès à tous à Internet par des constellations. Et puis l'administrateur de la NASA, qui aujourd'hui porte le programme lunaire, qui est lui aussi né après 69 et qui fait partie, je dirais, de cette génération d'orphelins qui a sûrement envie de pouvoir reproposer des choses intéressantes. Alors cette diapo-là, je l'ai fait parce que très souvent on me dit « mais pourquoi vous vous préoccupez de la Lune? Il y a tellement de problèmes à gérer sur Terre. Notre génération, jeune génération, est une génération de la Terre, elle se mobilise dans la rue, bien évidemment, et en particulier Greta Thunberg qui entraîne nos enfants à manifester dans la rue pour essayer de porter une dynamique d'activité plus importante pour protéger notre planète. Et puis Thomas, il fait aussi partie, bien évidemment, de cette génération d'après Apollo. Thomas s'est beaucoup mobilisé pour nous faire comprendre à quel point il était important qu'on ait une responsabilisation et une action pour préserver cette superbe planète Terre qu'on voit depuis le hublot de la station. Mais cette génération, elle sera une génération Lune, la génération du XXIe siècle. Elle ne sera pas une génération Apollo, mais elle sera une génération Lune. Alors je vous ai mis une image que je présente volontiers, qui est ce concept dont on va parler de village sur la Lune, en vous mettant le pont qui relie cette exploration, cette expansion sur la surface lunaire à des enjeux qui sont nos enjeux terrestres. Et on y reviendra. Bien maîtriser un environnement hostile où il faut stocker l'énergie, gérer les déchets, gérer des ressources finies, bien évidemment, arriver à organiser une mobilité de la logistique dans une urbanisation à contrôler. Tout ça, c'est des sujets qui sont des sujets d'importance pour la Terre. Donc tout ce qu'on va apprendre de cette conquête à venir de territoires nouveaux, tout ce qu'on va apprendre pour mieux les maîtriser, sur des techniques innovantes, sur des choses très créatives, on sera obligé d'être performant dans cet environnement-là. Tout ça, ça nous servira aussi, bien évidemment, pour nos enjeux terrestres. On n'est pas là pour fuir la Terre, on est là pour continuer à explorer et proposer peut-être des solutions nouvelles aux enjeux terrestres. Donc je pose jamais la génération Terre
et la génération 1, je pense qu'elle ira de concert. Alors la Lune au niveau politique, parce qu'on dit pourquoi la Lune aujourd'hui. Si on remonte un petit peu côté américain, avec cette vision qui a suivi Apollo, le programme Apollo s'est arrêté en 72, il y a eu un trou sur l'exploration au-delà de l'orbite basse pendant quelques années. Et puis le président Bush, au tout début de son premier mandat, a remis cet objectif de retourner sur la Lune, et c'était le grand programme Constellation. J'ai ressorti ces discours, c'est un discours de 2004, ça, où il disait qu'il faudrait retourner sur la Lune à l'horizon 2020, avec déjà le début de présence humaine en 2015. Bon, bien évidemment, c'est pas tout à fait réalisé comme ça, mais il y avait ce désir. Pour poursuivre ce chemin d'exploration, il a décidé, toutes les agences spatiales, de se mettre ensemble et de former un groupe International Space Exploration Coordination Group, avec toutes ces agences spatiales, et la première mouture de notre feuille de route pour l'exploration, elle montrait les 3 étapes. On part de la Terre, orbite basse, la Lune est là, et puis on va aller vers Mars. Tout était ouvert et possible. C'était les années 2009. Et puis, voilà, Obama qui arrive, après les 2 mandats de Bush. Clinton s'était pas trop intéressé au sujet, il n'avait pas porté politiquement. Et Obama décide en 2010 d'arrêter le programme Constellation en disant la Lune, on y est déjà allé, l'objectif des États-Unis, c'est d'aller plus loin, et il a fixé l'objectif Mars, avec toute la puissance de nos amis américains, à la fois scientifiques, technologiques et médiatiques, je dirais, pour faire en sorte qu'on partage cet imaginaire. Et voilà la face, la page avant du rapport de la feuille de route. On avait la planète Mars en 2013 sur ce rapport de l'ICER. Et je vous montre le rapport tel qu'il a été publié en 2018, et hop, on voit réapparaître la Lune et Mars, toujours sur le chemin, mais quand même beaucoup plus loin. Et c'est l'administration Trump qui, effectivement, en 2018, a de nouveau fixé cet objectif Lune, donc ce balancier par des velléités politiques, des façons d'affirmer des programmatiques qui font qu'aujourd'hui, depuis très peu de temps en fait, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est de nouveau l'objectif Lune vers lequel convergent tous les désirs. Et j'ai mis entre ces 2 feuilles de route de l'exploration, 2015, la réunion internationale des astronautes et notre directeur général de l'agence spatiale, Jan Werner, qui est arrivé aux commandes de l'agence avec cette idée de la Lune et du village lunaire, c'est-à-dire un concept beaucoup plus large que simplement retourner sur la Lune et construire un habitat. Et donc je suis témoin, disons, de cette proposition qui était très en décalage par rapport à l'objectif Mars qui faisait partie des agendas des agences à ce moment-là. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui on est en capacité, j'avais le plaisir de discuter avec une journaliste juste avant d'arriver dans la salle qui posait la question pourquoi maintenant ça vous paraît possible alors qu'il y a eu ces balanciers que je viens de vous expliquer. On est vraiment dans un paysage qui s'est beaucoup transformé très récemment et qui se transforme chaque jour au sujet du spatial. On a bien sûr toujours toutes les grandes agences classiques. Moi, je suis très fière d'appartenir à l'Agence spatiale européenne, très fière de ce que le CNES, l'agence française, propose comme contribution à ces programmes d'exploration. Donc, toutes ces agences-là, elles sont là, mais on voit apparaître des puissances étatiques, institutionnelles, qui n'étaient pas dans le paysage jusqu'à présent. La Chine en particulier, j'ai une diapo pour vous montrer un petit peu tout ce que propose, réalise la Chine en très peu de temps, en franchissant chacune des étapes qui lui donnent
sa légitimité, sa capacité technologique à envisager une base scientifique d'ici la fin des années 2030, comme ils l'ont proposé récemment. L'Inde, qui est là aussi une puissance spatiale aujourd'hui très présente, alors pas trop dans l'exploration habitée, mais beaucoup dans les missions automatiques et scientifiques de très grande qualité, justement cette mission Champ Ariane 2 dont je parlais tout à l'heure. L'Union européenne, on connaît tous les grands programmes, Copernicus, observation de la Terre pour bien connaître notre planète dans le détail et au service des politiques publiques, et puis Galileo, le GPS européen, qui est aujourd'hui activable et actif, et puis plein de nouvelles agences, je crois qu'il y en a plus d'une cinquantaine aujourd'hui qui se sont créées, les Émirats Arabes Unis et au niveau européen, le Portugal, l'Espagne, le Luxembourg et bien d'autres. Ça, tout ce qui est les puissances. Puis il y a des nouveaux acteurs qui n'existaient pas au XXe siècle, qui aujourd'hui sont des véritables aiguillons pour avancer. Les industries spatiales classiques, vous les avez citées, j'ai eu la chance de visiter Ariane Group aujourd'hui, et puis tous ceux qui constituent ce magnifique écosystème pour nous au niveau européen, et puis dans d'autres pays du monde. Puis ces entreprises privées qui n'étaient pas partie prenante de l'exploration jusqu'à il y a peu de temps, SpaceX, Elon Musk, Blue Origin. Je vous ai mis la petite démonstration du Blue Moon, son atterrisseur lunaire qu'il a présenté il y a 3 jours, capable d'apporter plus de 3 tonnes à la surface de la Lune et dans une version gonflée plus de 6 tonnes qui permettrait d'amener des équipages. Il se dit être prêt pour 2023. Donc on rentre dans ces objectifs de très court terme de retour sur la Lune. L'image à côté de SpaceX, c'est la Moonbase Alpha, la base Alpha qu'a présenté Elon Musk. Des réunions de gros acteurs, le United Launch Alliance, qui s'est associé par exemple avec Bigelow, qui propose des structures gonflables qui peuvent permettre de réaliser des stations en orbite ou des habitats sur la surface de la Lune. Plein de petits lanceurs aujourd'hui qui permettront d'apporter des petites charges utiles différentes, et bien évidemment l'industrie non spatiale. Alors je pense que ce festival, quand on évoque le spatial aujourd'hui, c'est aussi un festival où il faut ouvrir complètement la communauté de ceux qui vous accompagnent, avec non seulement les industries spatiales classiques, mais des industries avec lesquelles on avait moins l'habitude d'avoir des partenariats, ou pas du tout l'habitude d'avoir des partenariats. Alors je vous ai mis Toyota qui a fait une aventure, joint venture avec l'agence japonaise pour développer le premier van pressurisé sur la Lune pour emporter des équipages, pour travailler sur les fuel cells et le stockage de l'énergie, ou le petit robot Audi, petit rover Audi, donc le secteur automobile, un des secteurs tout à fait intéressés à mener des aventures d'exploration. Puis toutes les petites start-up qui sont là et qui sont très mobilisatrices pour les jeunes étudiants, je dirais, qui travaillent dans le domaine. On revient pas tout de suite. Hein. Je crois que j'ai une autre diapo, on les voit un peu plus tard. Le deuxième petit lander, c'est le petit lander israélien, SpaceIL, qui est issu de ce Grand Prix Google X, qui est parti rejoindre la Lune, qui a une superbe trajectoire, une superbe mise en orbite, mais qui malheureusement s'est crashé avec une panne moteur et qui n'a donc pas fait un soft landing. Ce n'est que partie remise. Le programme chinois, notre ami premier astronaute chinois, un héros en Chine, la première femme chinoise, les projets en orbite basse avec la construction d'une véritable station spatiale d'ici la fin de cette année ou début d'année prochaine pour aller jusqu'à une infrastructure en orbite plus large et justement des coopérations avec l'Agence spatiale européenne, à la fois scientifique et puis l'entraînement de nos astronautes pour potentiellement rejoindre cette station spatiale d'ici quelques années.
la mission Chang E4, une première, les Chinois font une première dans le domaine de l'exploration, puisqu'ils ont posé une sonde sur la face cachée de la Lune avec le petit robot U2, une photographie à 360 degrés de la Lune, la prochaine mission Chang E5, qui sera avec retour d'échantillons, donc la démonstration d'être capable de repartir de la Lune, et puis à l'horizon 2030, une base scientifique. Donc ça, ce sont des aiguillons assez puissants pour nous faire avancer. Et puis je disais, les Indiens, avec Chandrayaan, qui ont prévu pour la fin de cette année un soft landing sur la Lune, après avoir fait une mission qui orbitait autour de la Lune. Voilà, ces petits candidats lauréats du Google Lunar X Prize, avec donc le petit robot israélien qui s'est crashé, le robot européen de PT Scientist, qui est une équipe allemande qui s'est associée avec Ariane Group pour réfléchir à quel pourrait être le type de mission qu'Ariane pourrait embarquer, qui s'est associé avec Audi, qui s'est associé, on voit le logo de Vodafone, parce qu'ils veulent aussi construire un réseau de communication qui permettra de transférer des données de qualité et de suivre l'évolution de la mission. Un robot japonais, Astrobotique, un robot indien. Ben voilà, ces petites équipes d'ingénieurs qui sont devenus des belles petites pousses, des jeunes pousses, et qui sont en capacité aujourd'hui d'offrir des services pour aller sur la Lune. Alors voilà un petit peu l'état où on en est aujourd'hui. Et alors demain, jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on va proposer? Alors j'aime bien mettre cette image-là, celle du vol de Falcon Heavy en février de l'année dernière, avec effectivement, de façon médiatique forte, la mise en orbite de la Tesla cabriolet d'Elon Musk avec le petit Starman en pilotage, pour dire que cette suite de l'exploration, c'est une exploration où l'homme sera aux commandes, l'humanité continuera à aller plus loin, et c'est des images assez magnifiques qui nous ont été proposées. Alors on est effectivement des explorateurs, alors normalement elles bougent, pour vous dire qu'on ne fête pas seulement le 50e anniversaire 1969, mais que cette année, on fête aussi, en 1519, donc il y a 500 ans, le départ de Magellan, grand explorateur européen, et puis la mort de Léonard de Vinci. Et donc, voilà, Vinci, les réflexions technologiques de l'époque, ces grands explorateurs, et maintenant cette exploration qui va aller plus loin, mais peut-être au-delà de la simple visite, d'aller vraiment vers une expansion de notre humanité. On est en France, on est en Europe, donc je voulais vous donner quelques nouvelles. Je vais vous présenter des jeunes gens que vous connaissez bien, c'est les nouveaux astronautes actifs de l'Agence spatiale européenne, alors qui ont tous volé sauf Mathias, le 7e, qui a rejoint l'équipe récemment. On est en train de préparer le départ de Luca Parmitano qui va partir en juillet. Alexander, allemand, est redescendu il y a peu de temps, en décembre de l'année dernière. Et puis, voilà, Thomas, vous connaissez, Timothy Peake, Andreas Mogensen, et puis Samantha Cristoforetti, qui est l'astronaute active féminine du groupe. Tous les 2 ou 3 ans, l'Agence spatiale européenne, on réunit l'ensemble des ministres de l'espace de nos 22 États membres pour lancer les grands programmes du futur. Et on a effectivement une grande conférence en novembre de cette année, conférence ministérielle qui va se tenir à Séville et qui va permettre de valider et de mettre les contributions financières et budgets qui vont permettre de voir venir les 3, 4, 5 années qui viennent. Avec 4 grands types de programmes qui seront présentés. Ils sont assez classiques, la science et l'exploration, un magnifique programme scientifique. Là, on est en train de
se diriger vers Mercure et des tas d'autres programmes superbes. L'exploration, on va y revenir. Tout le champ des applications, qui est la troisième colonne des piliers, observation de la Terre, télécommunication, navigation, tout cet espace utile qu'on connaît bien et qui est si indispensable à notre vie du XXIe siècle. La partie de ce qui permet de réaliser tout ça, les lanceurs s'appellent les enablers, toute la technologie, le contrôle des opérations. Et puis le deuxième, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître comme étant vraiment un sujet majeur, mais peut-être parce que justement le spatial, c'est un enjeu absolument considérable, économique, politique, de souveraineté, pour chacune des grandes puissances qui s'y lancent. C'est tout ce qui est la safety, la sécurité, que ce soit parce qu'il y a effectivement plein de satellites en orbite, qu'il va y en avoir de plus en plus, des constellations, méga constellations sont en cours de développement, et qu'on se pose la question de maintenir une bonne sécurité dans cet espace extraterrestre, avec les débris spatiaux, avec de potentiels géocroiseurs, ces astéroïdes qui pourraient passer suffisamment près de la Terre ou vers la Terre pour y causer des dégâts. Donc la nécessité de surveiller tout ça et d'éventuellement avoir des programmes de déviation de trajectoire, et puis tout ce qui est la cybersécurité de ce domaine spatial qui est une technologie tellement importante pour tous les éléments de notre vie quotidienne, notre capacité à pouvoir prendre des décisions de façon autonome et souveraine. Donc ça, c'est un sujet majeur qui va être présenté. L'exploration dans tout ça, parce qu'elle va nous emmener jusqu'à la Lune. Alors il y a un programme qui s'appelle le programme Enveloppe, parce qu'on a encore des choix à faire, tout n'est pas complètement décidé, mais qui permet d'avoir des possibilités de garder les trois objectifs: la Station spatiale internationale et l'orbite basse, la Lune, avec des missions automatiques, des missions habitées, et puis Mars, qui reste un objectif, parce que si on veut continuer à avancer sur le chemin de y a-t-il des traces d'une vie présente quelque part, dans une forme ancienne, dans une forme actuelle, c'est pas sur la Lune qu'on va la trouver, c'est sur Mars. Donc l'objectif, mission martienne, retour d'échantillons et exploration habitée martienne, ça reste un objectif, mais pour le plus long terme. La Station spatiale internationale, vous la connaissez, on a tous décidé, toutes les agences, de continuer à l'exploiter jusqu'en 2024. Puis on commence à se poser la question de après qui prend le relais d'utiliser cette station en orbite basse, en microgravité, probablement la puissance publique encore un peu, mais peut-être aussi aujourd'hui des entreprises qui seraient intéressées à utiliser ces conditions bien particulières de la microgravité en orbite basse. Mars, je l'ai dit, avec son exploration automatique pour l'instant, on est quand même loin encore d'une exploration habitée. C'est quand même très compliqué avec plein de problèmes qui ne sont pas résolus. Et puis la Lune. La Lune, avec des lanceurs en cours de construction, un vaisseau que vous allez apprendre à reconnaître, qui est le vaisseau Orion, qui est le vaisseau qui va permettre d'emporter des équipages vers ces destinations lointaines quand même, hein. La Lune, c'est à 385 000 km de la Terre par rapport à l'orbite basse à 400 km. Et ce vaisseau Orion, eh bien, tout son module de service, ce qui lui permet d'avoir son énergie, son pilotage, toute sa capacité à fonctionner, est une réalisation européenne qui est tout à fait formidable dans l'expertise technologique et qui permet la réalisation de ces missions à venir. Des lanceurs d'autres types, on l'a déjà évoqué, avec Elon Musk ou Jeff Bezos, des atterrisseurs, des petits rovers, et puis cette plateforme autour de la Lune qui est proposée par les Américains, qui s'appelle le Gateway, ce portail vers l'espace lointain, une espèce de hub en orbite autour de la Lune qui permettrait de desservir des destinations de toute nature. Les astéroïdes, Mars un jour, puis bien évidemment, depuis cette infrastructure en orbite, de redescendre à la surface de la Lune. Alors dans ce schéma-là, qui est le schéma classique
qu'on nous présente un peu partout aujourd'hui, il n'y a pas trop de surface lunaire. Or là, c'est, ben voilà, vous le connaissez, la station spatiale telle qu'elle existe aujourd'hui, avec ses 5 partenaires, schéma de coopération, NASA, agence japonaise, l'agence canadienne, l'agence russe, Cosmos, et puis l'agence spatiale européenne. La Chine et sa station en cours de réalisation et qui s'ouvre à la coopération scientifique, le vaisseau Orion, et puis ce fameux Gateway sur lequel vous voyez est venu s'amarrer le vaisseau Orion. Ça, pour dire où on en est des lanceurs, gros lanceur SLS développé par sous contrat de la puissance publique américaine, et puis les 2 autres lanceurs dont on entend beaucoup parler en ce moment, la grosse fusée Falcon et même ce vaisseau, vous voyez Saturne 5 sur le côté droit, voilà, 1969, ensuite le vaisseau d'Elon Musk, la grosse roquette Falcon avec le Starship, le vaisseau qui va permettre d'accéder à la Lune, essentiellement, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure sur la base Alpha, le SLS, et puis celui avec la plume noire, c'est Blue, de la compagnie Blue Origin, c'est le New Glenn. Alors, New Glenn, parce que c'est ce premier astronaute qui est allé en orbite. Sa première fusée s'appelle New Shepard, c'était du suborbital. La seconde, New Glenn. On est en orbite cette fois-ci. Et on va voir si on a nécessité d'avoir un New Armstrong à un moment donné pour aller plus loin. Mais déjà avec la New Glenn telle qu'elle est proposée, l'atterrisseur Blue Moon qu'a présenté Jeff Bezos est tout à fait en capacité de pouvoir amener de grosses charges utiles et voir des équipages sur la surface lunaire. Quand je parlais de la plateforme en orbite autour de la Lune, le Gateway, on est encore dans une version assez importante d'un grand hub, d'une grande infrastructure en orbite. C'est l'image de droite. Et puis aujourd'hui, comme il y a cette impulsion pour accélérer l'accès d'un premier équipage à la surface de la Lune, donc une mobilisation budgétaire complémentaire, et d'ailleurs je crois que ce matin, le président Trump a dit qu'il voulait mettre 1,6 milliard supplémentaire sur le budget d'accès à la Lune, et il y aura quand même peut-être des priorités, des redistributions à faire, donc certains évoquent une plateforme plus réduite, un gateway plus réduit, qui éventuellement pose problème aux Européens participants de ce grand programme de Gateway. Nous avions déjà pas mal d'éléments prévus pour participer au grand Gateway, voir s'il y a des modifications de configuration, comment les choses se prépareront. Mais comme je vous le disais, il se passe quelque chose tous les jours en ce moment dans le domaine du spatial. Et d'ailleurs, vous voyez sur ce diapo le nombre de missions vers la Lune qui sont prévues dans les 10 années à venir, que ce soit des missions institutionnelles sur le côté gauche ou des missions commerciales avec tous ces petits acteurs privés que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui, alors je trouvais qu'on ne parlait pas suffisamment de surface de la Lune dans tous les documents officiels avec lesquels on travaille aujourd'hui. Alors là, j'ai mis quelques images de surface de la Lune. Alors, je vous ai même mis le Starship d'Elon Musk tel qu'il a présenté dans sa proposition d'alunissage. Je vous ai montré des images où on se pose la question, si on va sur la surface de la Lune, comment on va commencer à penser des habitats pour y vivre et travailler, développer des infrastructures. Bien évidemment, il y a un environnement qui est quand même très hostile à la survie, la vie, le travail, des équipages, même si ça semble très facile en avion 0G de se promener en 1/6 de G, en gravité réduite. Il n'y a pas d'atmosphère, il y a des radiations importantes, éventuellement dommageables sur l'organisme humain. Il y a donc des variations de température, des météorites
et qui peuvent impacter la surface. D'ailleurs, la Lune est pleine de cratères de ces impacts, de ces bombardements, et une superbe archive d'ailleurs de notre système solaire. Donc certains se disent qu'il faut aller se cacher, se protéger en allant dans ces fameux tubes lavaires, ces cavernes qui existent sous la surface de la Lune et qui sont des vestiges de cette activité volcanique que présentait la Lune il y a des milliards d'années. Donc, installer des infrastructures sous la surface de la Lune ou sur la surface de la Lune, avec un petit début, une petite infrastructure, puis quelque chose qui va grandir, se développer, avec la nécessité d'y trouver de l'énergie, d'en faire le ravitaillement, de recycler les déchets. Et il y a même des équipes d'architectes avec qui on travaille aujourd'hui qui sont presque dans un schéma de ville lunaire, mais même au-delà du village. Et voilà, ces projets pour essayer de développer ces éléments d'habitabilité, comment on peut vivre sur la Lune. Alors certains se sont essayés à l'exercice du phasage, ça va venir comment ça va se faire. Alors effectivement, dans les 5 ans qui viennent, peut-être un premier équipage. Dans les 5 à 10 ans, on va peut-être commencer à avoir une petite dizaine, je dirais, s'il y a des astronautes chinois, des astronautes américains, européens dans le type de collaboration, où il va falloir commencer à installer du dur qui permet de protéger et de permettre la vie. Sur la toute première mission de 2024, on va arriver avec tout ce qui est nécessaire à la vie. On va amener de terre. Il va falloir aller dans une phase de semi-autonomie pour aller vers une autonomie si on veut vraiment développer des infrastructures plus larges. Alors le phasage qui nous emmène à l'horizon 2050, je crois, avec 1000 habitants sur la Lune, ça fait quand même partie de la science-fiction. Mais tout ça accélère tellement vite que je crois qu'on peut essayer de se projeter à 2030, 2035, et puis au-delà, c'est déjà plus difficile. Alors, les schémas, c'est des schémas, effectivement, qui vont jusqu'à l'implantation sur la surface de la Lune, de zones où on fera de l'exploitation minière pour exploiter des ressources, où on installera effectivement des usines, des hôtels, où on va collecter de l'énergie, installer la possibilité de communication, mettre en place des rovers pour la mobilité et pour la connectivité d'un site à un autre, puis bien sûr développer les supports vie qui vont rendre la capacité à l'homme de vivre, travailler, s'alimenter, respirer, ce qui va permettre la vie dans l'autonomie la plus importante. Beaucoup disent Back to the Moon, et le directeur général de l'Agence spatiale européenne dit j'aime pas trop le Back to the Moon, j'ai pas regardé dans le rétroviseur, je veux qu'on dise Forward to the Moon. Je vous le disais tout à l'heure, on a eu une phase d'exploration absolument magnifique avec les missions Apollo en exploration habitée, et puis toutes ces missions d'exploration aujourd'hui en orbite ou sur la surface. Et là, l'idée, c'est de vivre, de travailler, de s'implanter, d'avoir une infrastructure soutenable et permanente. Alors pourquoi y faire? Objectifs scientifiques qui sont toujours là, en général portés par la puissance publique, évidemment. J'évoquais le fait que n'ayant pas d'atmosphère, elle est restée, cette surface lunaire, toute empreinte de ces séquelles de bombardements, de météorites. C'est à la fois une archive de la Terre, un morceau de Terre, c'est une archive fantastique de notre système solaire. Donc, mieux comprendre ce qu'on a peu fait jusqu'à présent, tout cet aspect de géophysique, des cratères, d'impact, ça nous permet d'avoir une datation tout à fait précise de notre système solaire. Le rêve de la communauté scientifique, c'est d'aller installer un radiotélescope sur la face cachée de la Lune, aucune perturbation atmosphérique ou de radiation de quelque type que ce soit, et qui permettrait d'avoir là aussi une vision tout à fait incomparable pour explorer le système solaire, bien comprendre cet aspect du régolithe, dont on va voir qu'il est une ressource potentiellement indispensable à la vie sur la Lune, connaître bien ce que ça veut dire de vivre
en gravité réduite. On commence à bien connaître la microgravité avec des séjours de longue durée. On connaît très peu de choses sur la gravité réduite. Comment on travaille, comment on se déplace, comment on s'organise, la physiologie, les problèmes médicaux potentiels. Donc il y a plein d'objectifs scientifiques, et je vous le disais, plutôt puissance publique. Les objectifs technologiques, bien évidemment, beaucoup de puissance publique, parce que je vous le disais, ça permet de préparer l'exploration lointaine après. Je vous disais, Mars, c'est quand même encore compliqué. Il y a des problèmes techniques, physiologiques, médicaux, psychologiques, d'effets des radiations, de contrôle de la trajectoire, d'autonomie de l'équipage. On a plein de choses à apprendre pour rendre possible cette exploration plus lointaine. Et il y a des objectifs qui sont de dire comment on va savoir utiliser les ressources, c'est-à-dire comment on va organiser la mobilité, comment on va pouvoir développer la capacité à vivre avec un support vie. Donc des objectifs technologiques multiples comme lieu d'apprentissage pour aller plus loin, comme lieu d'apprentissage pour vivre sur cette surface, et comme lieu d'apprentissage et de développement probablement de technologies innovantes qui pourraient nous être utiles sur Terre. Et évidemment, quand on parle de quelque chose qui soit permanent, durable, où les gens s'installent, quand on pense soutenabilité, on commence à penser aux mécanismes économiques qui font que c'est possible. Donc toute cette réflexion aujourd'hui sur une économie, une expansion de la sphère économique terrestre, je dirais, qui va passer par l'orbite basse, et c'est pour ça que j'évoquais la Station spatiale internationale, qui pourrait intéresser des partenaires dans l'industrie pharmaceutique, le développement de nouveaux alliages, de construction avec des matériaux particuliers en utilisant la troisième dimension sans l'effet de la gravité, et économie, donc, orbite basse, économie cislunaire, économie lunaire. Alors, économie lunaire, il y a vraiment des gens qui commencent à y penser et de se dire, bon, déjà, bien sûr, alors qu'on apprenne à utiliser ces ressources in situ, parce qu'on ne va pas toujours toute l'année avec nous, si on veut vivre et développer des habitats permanents, qu'est-ce qu'il y a comme ressources à utiliser in situ? Les glaces d'eau dans les pôles et l'eau. Il faut apprendre à la forer, à l'extraire, à la chauffer, à l'électrolyser. C'est oxygène et hydrogène. Et c'est de l'eau. L'eau, de l'eau buvable, de l'oxygène, oxygène respirable, oxygène carburant, hydrogène carburant, forme d'énergie. Donc, des ressources qu'il faut apprendre à utiliser et qui peuvent être soit utilisées in situ, soit, pourquoi pas, certains types de ressources, et certaines entreprises aujourd'hui sont en train d'y réfléchir, qu'on pourrait ramener sur Terre. On parle de quantité importante d'hélium-3. Quand on pense source d'énergie type fusion nucléaire, on sait bien à quel point l'hélium-3 pourrait être une ressource intéressante, même si c'est très loin, et on est tout au long de l'histoire du XXIe siècle, certaines terres rares, certains métaux qui pourraient être intéressants. Donc ces ressources et autres types de ressources, quand je parle d'oxygène carburant, imaginez qu'on puisse collecter des carburants et avoir des dépôts de carburant ailleurs que nos dépôts terrestres, ça change complètement le modèle économique également du déplacement en orbite, de la maintenance des satellites, ce qu'on appelle le servicing, ou toute cette exploitation de ce monde au-delà de l'orbite terrestre. Donc ces compagnies y réfléchissent et ont même des velléités d'accompagner la puissance publique pour rendre possible la construction. Bien sûr, on va évoquer le tourisme, on va évoquer les nouveaux modes de construction, on va évoquer les industries culturelles, l'exploitation minière, je l'ai déjà évoqué. Et puis tout ça, il faut donner l'accès, il faut emmener des charges utiles, il faut les poser sur la Terre, sur la Lune. Donc il y a plein de services au-delà des produits qui rentrent dans le champ de ces réflexions d'une économie à développer.
Donc pour apprendre à vivre et travailler, vivre en dehors de notre Terre, je l'ai évoqué avec l'utilisation des ressources in situ, j'ai évoqué l'eau, j'ai pas évoqué le régolithe, mais on va y venir bientôt, cette poussière lunaire qui est à la fois un problème parce que très abrasive, mais aussi une ressource à la fois comme matériau de construction et comme capacité à fournir de l'oxygène. Il faut qu'on développe tous les éléments qui permettent l'habitabilité pour les équipages, le support vie, l'agriculture, la mobilité, le stockage de l'énergie, parce qu'une journée lunaire, dans certains cas, c'est 14 jours de jour, 14 jours de nuit. Donc l'énergie solaire, il faudra savoir la stocker si on ne compte que sur cette énergie-là. L'interface entre plein de machines, plein de missions automatiques qui sont là, très peu d'hommes, probablement une assistance avec des formes d'intelligence auxiliaire, d'intelligence artificielle pour permettre de phaser et d'aller vers l'autonomie et l'indépendance. Et puis il n'y a pas que des problèmes technologiques. Il y a des problèmes qui se posent, tout particulièrement, je viens d'évoquer l'exploitation minière potentielle de ressources. Aujourd'hui, les corps célestes sont régis par un traité des Nations Unies, le Outer Space Treaty de 1967, qui dit Lune, corps céleste, patrimoine de l'humanité, Lune, corps céleste, surface de corps céleste non appropriable par une entité publique ou un État. Et donc se pose la question, est-ce que toutes ces envies de continuer à explorer et à s'expandre sont compatibles avec la gouvernance, les traités, les régulations qui sont les nôtres aujourd'hui? Alors normalement, là, il y a un film qui n'est pas parti. Ah bah c'est dommage. Ok. Le petit film, c'était des images de synthèse qui montraient justement comment on peut commencer à envisager la construction des premières structures habitables et qui montraient l'arrivée d'un lander sur la surface de la Lune, sur un site qu'on a bien choisi parce que la cartographie permet de le faire très bien aujourd'hui, un site bien plat, on se pose, une mission automatique, et qui montrait le dépôt sur la surface de la Lune d'une structure gonflable qui serait le premier igloo qui permettrait d'abriter un équipage. Et comme je l'ai dit, étant donné l'environnement très complexe et hostile de la Lune, il faut protéger cet igloo gonflable par un matériau résistant. Et c'était la petite imprimante 3D, le rover qu'on voit là-bas, et qui permet d'utiliser le régolithe, la poussière, comme matériau de construction, durci ensuite avec l'énergie solaire ou une énergie d'autre nature, pour un matériau de protection. Et on voyait se construire avec l'imprimante 3D la carapace de protection, l'igloo de poussière de lune, comme disent les enfants quand le film veut bien démarrer, ce qui n'est pas le cas ce soir. Et le film se terminait avec le déplacement de ces petits rovers, les étapes de construction, et puis une coupe de cet habitat pour montrer tout ce dont on avait besoin à l'intérieur de l'habitat pour qu'il soit habitable et vivable. Voilà. Alors là, c'est une image pour vous dire que je vous ai présenté là des briques technologiques de ce qui va arriver au cours de ce 21e siècle, très vite, 2024 pour un premier équipage, très vite pour un début de base scientifique, puisque les Chinois la prévoient pour la fin des années 2020, vers 2030. Donc toutes ces briques technologiques, la capacité à extraire des ressources in situ, la capacité à avoir des supports vie clos, ça fonctionne. C'est des briques que chacun est en train de développer un petit peu séparément. Alors nos amis chinois sont ouverts à une coopération scientifique, mais évidemment c'est encore compliqué d'envisager une coopération technologique.
Donc aujourd'hui dans les schémas, c'est quand même une construction chinoise d'une base et ensuite l'ouverture de cette base à des participants sur des coopérations scientifiques. C'est pas tout à fait l'idée d'un village. Nos partenaires américains proposent cette plateforme autour de la Lune et puis ce retour d'équipage ponctuel, en tout cas pour la mission de 2024, avec des formes de coopération sur certains éléments de l'infrastructure. C'est pas tout à fait non plus un village. La Station Spatiale Internationale, il y a 5 partenaires, mais c'est pas tout à fait un village. L'idée du village, c'est vraiment cette idée de se dire, effectivement, aujourd'hui, il y a des partenaires de toute nature. Je vous l'ai dit, des puissances avec lesquelles on n'a pas obligatoirement l'habitude de coopérer, de travailler. La Chine et l'Inde par rapport aux partenaires classiques. Il y a des entreprises privées classiques du secteur spatial, et puis il y a des entreprises privées moins classiques, celles du digital, Jeff Bezos ou Elon Musk. Puis il y a des entreprises qui ne sont pas du tout des entreprises à avoir un pied dans le spatial. La construction, les logisticiens, les énergéticiens, les automobilistes, les opérateurs de télécom, les providers, les fournisseurs de services, les hôteliers, enfin toutes ces entreprises qui pourraient tout à fait développer, bénéficier et être partie prenante de cette expansion de notre économie terrestre. Et là-dedans, l'Agence spatiale européenne, c'est là où je trouve intéressant qu'il y ait ce concept de village, c'est-à-dire que l'agence et les agences des États membres, au-delà de leur rôle habituel de développement, technique, technologique, pourraient être aussi ceux qui rendent possible à mettre autour de la table l'ensemble de ces partenaires, d'avoir un rôle de médiateur, un rôle de facilitateur de la coopération globale. Et pour que, effectivement, on envisage de faire village, de le faire ensemble et de penser le futur de l'humanité, non pas de façon indépendante, souveraine, nationale, mais vraiment de le penser ensemble pour les phases d'expansion. Alors je vais aller très vite parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. L'Europe, qu'est-ce qu'elle apporte pour que l'Europe puisse avoir son rôle d'être un médiateur, un facilitateur, quelqu'un qui rend les choses possibles, un catalyseur d'impulsion? Il faut qu'elle démontre qu'elle est un partenaire fiable. Elle l'a déjà démontré dans beaucoup de sujets, et qu'elle est un partenaire légitime sur le plan technologique. Donc, on n'y est pas encore, mais il faut qu'on réfléchisse bien à où est-ce qu'on met les priorités, qu'est-ce qu'on peut apporter pour être vraiment, non pas un junior partenaire dans cette aventure, mais quelqu'un qui a la capacité de porter une voix et une vraie contribution. Alors, aujourd'hui, on ouvre déjà beaucoup à des partenariats commerciaux. C'était pas tout à fait l'esprit il y a encore une dizaine d'années. Il y a plein de nouvelles alliances qui sont en train de se mettre en place et qui sont très prometteuses. Bon, Ariane Group a signé la semaine dernière sur cette réflexion de la démission lunaire un contrat en réponse à une demande de l'Agence spatiale européenne. On a Vodafone, Nokia, SSTL qui font des propositions sur des réseaux de communication. Audi, j'en ai parlé. Air Liquide pour les aspects comme énergéticien, stockage d'énergie, plein de propositions de grands cabinets d'architectes qui ont envie de se lancer sur l'habitabilité, l'urbanisation. On est presque à la Moon City et pas simplement au Moon Village, avec vraiment beaucoup de propositions. Des analogues, je vais y revenir, c'est peut-être quelque chose qui est important pour l'Europe à pouvoir proposer. On a des belles choses en cours de développement. Et puis, les partenaires institutionnels. Alors, je vous ai mis le Luxembourg, par exemple, qui a créé récemment son agence spatiale et qui se présente en Europe comme ce hub facilitateur qui permet de faire avancer toutes ces entreprises privées qui voudraient rejoindre l'aventure. Alors, je vous parle un tout petit peu des analogues parce que je pense que c'est important. Pour réaliser ces supports vie, ce déplacement, les opérations, voir comment on pilote des robots, comment on extrait, enfin tout ce qui nous donne la capacité d'être à peu près certain
d'assurer la sécurité de l'équipage. En général, on teste ça dans des lieux différents qui s'appellent des analogues. Et à l'agence, au Centre des astronautes européens en Allemagne, on est en train de prévoir la construction d'une grande surface où on pourra tester opération, utilisation du régolithe, les supports vie. Et je pense que ce lieu n'existe pas nulle part au monde et pourrait être un lieu très attractif pour nos partenaires et très utile au développement des opérations et à la formation de nos jeunes pour participer à l'ingénierie et à la science de ces missions. Il y a d'autres analogues un petit peu plus exotiques dans des glaciers suisses, dans des grottes dans les Canaries, dans les stations antarctiques, et puis dans des lits alités avec la tête vers le bas, ce qu'on appelle les bed rests. Enfin, plein de conditions qui sont réunies sur le territoire européen, qui font qu'il y a une très très belle expertise. La COMEX aussi, avec le développement de scaphandres, le développement d'habitats, et qui pourrait faire une bonne matière pour se positionner comme les testeurs des possibles. Alors voilà, c'est un peu la même chose. Je rappelle la Lune, le drapeau américain, je rappelle le drapeau chinois sur le petit robot U2, et bien évidemment la meilleure connaissance de la face cachée de la Lune, et l'idée, la vision, le concept du village, c'est faire village, tous ensemble, aller vers l'habitabilité, l'expansion, l'autonomie. Donc ça nous amène beaucoup plus loin que les seuls briques technologiques dont on a beaucoup parlé et sur lesquelles il y a beaucoup de propositions. Alors, c'est probablement quelque part un petit peu utopiste de se dire qu'il va y avoir une baguette magique quelque part pour faire en sorte qu'on mette tout le monde autour de la table. Et je reprends souvent la phrase d'Oscar Wilde qui est « Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on retombe dans les étoiles ». Donc je pense qu'on apprendra beaucoup de faire cette tentative. Et je le dis aussi parce que je suis profondément convaincue de ce que la voix européenne a quelque chose à dire, à porter, à contribuer pour ce futur de l'humanité, puisque là on parle d'un futur de l'humanité. Et je pense que c'est une superbe vision d'une voix européenne qui pourrait se mobiliser pour donner de l'attractivité, de l'impulsion, pour encore dépasser la frontière qui est celle de simplement retourner sur la Lune, mais aller forward to the moon avec une réflexion même humaniste. Et voilà, je disais que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à rêver quand j'avais 12 ans, que je ne suis plus du tout une enfant, mais que j'ai la chance de pouvoir continuer à rêver toujours de Lune en utilisant un petit peu toutes les communautés que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mes différentes vies, que ce soit des communautés économiques, de droit, de philosophie, politique, géopolitique, scientifique et technologique. Et puis là, quelques références si vous voulez continuer le voyage, parce que le CNES a publié un très très beau dossier pour les professeurs et les jeunes qui sont là. Rendez-vous avec la Lune. L'ESA aussi a développé un kit intéressant avec tout ce qui est réalisé aujourd'hui. Il y a un site interactif passionnant où on va de l'histoire à la suite des explorations potentielles. Je vous ai rappelé 2 expos qui sont en cours, l'une au Grand Palais, l'étape 2 de l'exploration lunaire à la Cité de l'Espace à partir de la semaine prochaine. Et puis, je porte à votre connaissance l'existence d'une association qui s'appelle Moon Village Association, qui est une association qui s'est créée pour justement essayer de mobiliser les énergies qui a des chapitres, des bureaux dans les différents pays du monde. Voilà, j'espère que je vous ai ouvert un petit peu le panorama. Vous voyez qu'on est encore dans le domaine
de la vision et de l'envie réalisée quelque chose qui dépasse les limites technologiques dont je sais qu'on peut contribuer à les faire tomber. Mais je voudrais qu'on aille encore plus loin, jusqu'à faire village. Merci. Merci beaucoup pour cette passionnante présentation. On a 10 minutes pour des questions. Alors, je vous invite à lever la main tout de suite. Il y a 2 micros qui vont circuler parmi vous et profitez-en. Si vous souhaitez interroger Claudie, avoir des précisions, c'est possible. Donc voilà, je vous passe la parole. Il y a déjà des mains qui se lèvent, je crois, par ici. Hop, merci beaucoup. Merci pour votre présentation, c'était vraiment génial. En fait, c'était déjà pour savoir, pour que vous nous expliquiez un petit peu plus ce que c'est que la Outgate, comment ça fonctionne. Et ensuite, c'était une question plus personnelle pour savoir si vous aviez fait en fait une mission vers la Lune, ce qui vous aurait intéressé vous particulièrement. Merci beaucoup. Je suis désolée, je ne vous vois pas, donc il y a un fantôme. Ah d'accord, Ah d'accord, merci beaucoup. J'ai pas entendu la première question parce que j'étais en train de déglutir. Oui, je suis désolée. Déjà, je vous remercie pour votre présentation et je vous demandais en fait si c'était possible de nous expliquer le fonctionnement de la Outgate, cette plateforme, et la Gateway, pardon, excusez-moi. Et ensuite, je voulais savoir en fait si vous aviez fait une mission vers la Lune, vous, ce qui vous aurait personnellement intéressé. Merci. Ok. Bah déjà pour la deuxième question, si on me proposait aujourd'hui de repartir à l'entraînement pour préparer une mission lunaire, moi je dirais oui. Je crois Jean-François aussi, je suppose. Une mission martienne, non, je ne suis pas tout à fait prête aujourd'hui parce que je trouve que c'est quand même encore bien compliqué. Mais une mission lunaire, ouais, ça doit être fantastique de pouvoir participer à ça. Et il y a des tas de choses qui m'intéresseraient. Bien sûr, toute la science, je trouve qu'il y a des puits de curiosité à créer. Tous ces développements technologiques innovants, j'ai plongé là-dedans depuis très longtemps. On va être très créatif obligatoirement et donc participer à cette créativité, à cette innovation, je trouve ça formidable. Et puis c'est vrai que se poser les questions, notre influence, comment on contribue sur le plan politique, sur le plan philosophique, comment on garde l'équilibre entre ce corps céleste, patrimoine de l'humanité, et puis, bien évidemment, l'économie qu'il faut continuer, qu'il faut mettre en œuvre. Donc, comment trouver le bon équilibre entre le bien commun et l'intérêt privé. Donc, il y a plein de sujets, je ne sais pas encore vous dire, mais ça me donne justement la possibilité d'y travailler. Alors, sur le Gateway dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a cette possibilité d'être en orbite autour de la Lune et à partir de cette orbite de desservir certaines destinations, ou il y a l'autre possibilité qui est d'atterrir directement sur la Lune. Et les Chinois, par exemple, aujourd'hui, dans leur plan, leur programme, ont plutôt un accès direct sur la surface de la Lune. De même, Jeff Bezos, qui nous a montré son atterrisseur Blue Moon la semaine dernière, c'est un atterrissage direct à la surface de la Lune. Donc voilà, aujourd'hui les scénarios sont ouverts. Le Gateway a un intérêt pour se dire qu'effectivement, on ne fait pas simplement un one-shot, on vient se poser sur la Lune, on débarque avec ce qu'on a, et que par contre, justement, d'avoir une infrastructure qui est à la fois un lieu refuge, un lieu de desserte, un lieu où on peut remonter les échantillons pour les ramener. Sur le plan de la durabilité du projet, effectivement, la plateforme Gateway a un intérêt. Merci. Alors, il y a une autre question par ici. Levez-vous, comme ça on vous voit. Et... Ah, c'est des... Ah, chouette. Trois louloutes. Bonjour. Est-ce que vous avez un conseil pour toutes les jeunes filles qui souhaitent devenir astronautes? Un conseil, si elles veulent devenir astronautes. Pour devenir astronaute.
Il faut en avoir très envie, bon, parce qu'à un moment donné, il faut quand même oser y aller, hein, remplir son dossier, et puis se dire on va se lancer dans le processus. Et je trouve qu'on ose, on a plus d'audace quand on a quelque chose qui nous tient vraiment très, très à cœur. Donc ça peut nous tenir très à cœur par différents bouts, hein. Ça peut être un intérêt justement philosophique ou pour l'humanité, on se dit on veut participer à cette aventure-là, ça peut être un intérêt scientifique, on peut être un geek qui a envie d'être celui qui va faire des développements. Alors, les profils aujourd'hui pour être astronaute, il y en a plein, hein. Il y a des Alexander dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un géologue spécialiste des volcans. Moi je suis médecin, Thomas est ingénieur, Jean-François également. Jean-Pierre Ignoré, mon mari, est un pilote de chasse, pilote d'essai. Donc voilà, il y a plein de profils très très différents. Donc je ne veux pas dire qu'il faut faire médecine, il faut faire telle école. Non. Par contre, il faut être capable de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Ce n'est pas que pour le métier d'astronaute, il faudra, vous les jeunes, que vous continuiez à apprendre, à découvrir de nouvelles choses, parce que les choses vont se transformer très 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 vite. Il faut avoir envie, être patient. Je disais tout à l'heure, j'ai été sélectionnée en 85 et j'ai volé en 96. Alors, je n'ai pas passé 11 années à attendre, hein, j'ai fait plein de choses. Après mon doctorat en médecine, une thèse de sciences, j'ai travaillé sur des programmes internationaux. Ben voilà, j'ai pas été tout de suite astronaute, j'ai été longtemps candidate astronaute. Et puis il faut travailler beaucoup, hein, c'est clair. C'était pas simple pour moi, les plateformes gyrostabilisées ou les manœuvres d'approche de la station. Passer des heures et des heures en simulateur pour apprendre tout ça. Parler plusieurs langues. Alors l'anglais et le russe c'est un minimum. Maintenant, quand même, il y en a beaucoup qui parlent le chinois, hein, dans la bande des jeunes. Il faut avoir envie de ressentir dans son corps aussi des choses assez extraordinaires. Jean-François nous avait frémir un petit peu avec le 26e de G dans la... Mais moi, peut-être parce que j'étais médecin rhumatologue, spécialiste de ces sujets de fonctionnement du corps, parce que j'étais une sportive de compétition, je me suis fait vraiment un plaisir fou à tester mon corps et à sentir comment il s'adaptait à cet environnement si particulier qu'est celui de la microgravité. Tester mon corps, tester mon cerveau aussi, parce qu'on fonctionne avec des références classiques, un haut, un bas, comment on fonctionne dans le champ de gravité, puis d'un seul coup on entre dans une troisième dimension et c'est des choses très différentes. Donc la capacité physique, l'envie d'utiliser son corps, pas obligatoirement dépasser des limites, en plus on ne sait pas quelles sont nos limites, hein, c'est en essayant de les repousser qu'on peut voir où elles sont. Voilà, de l'audace, de la patience, de la persévérance, de l'envie, de la curiosité, de l'envie d'apprendre, d'une bonne condition physique, bien comprendre les langues, mais ce dont tu as besoin tous les jours dans la vie, et beaucoup de chance. Parce que la sélection d'astronautes, on était 1000, on était 7 retenus. La deuxième sélection de l'Agence spatiale européenne, ils étaient 28 000, et il y en a eu 6, plus 1, plus Mathias, 7 retenus. C'est-à-dire qu'il y en avait plus que 7 à chaque fois qui avaient des talents, des compétences, des capacités. À un moment donné, il faut aussi que la chose nous accompagne, la chose, il faut la tenter. Donc l'audace de la tenter. Ça fait beaucoup de conseils, mais c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, devant, il y en a une. Non? Pardon, je ne vous vois pas. Levez-vous si vous avez le micro et posez votre question tout de suite. Alors, essayez d'être rapide, comme ça je peux en prendre plusieurs. Bonjour, j'avais, si vous voulez, tout à l'heure, vous avez une réponse qui m'a donné une résonance, parce que vous disiez que si on vous proposait de retourner sur la Lune, vous y diriez de grand cœur. Ça va entraîner, si vous voulez, cette résonance que vous avez, cette attractivité à la découverte. Moi, j'aimerais vous poser 2 questions. Quelle est pour vous votre motivation et la raison de cette motivation? C'est-à-dire que vous êtes partant pour repartir vers la Lune si on vous proposait.
Donc c'est bien ancré en vous d'être cette attractivité à la découverte. Donc ma question est double. Quelle est votre motivation et les raisons de cette motivation? Oui. Donc la motivation, je crois, c'est ce que j'ai essayé de répondre aussi à la jeune fille qui a posé la question tout à l'heure, c'est toujours de trouver quelque chose qui fait vibrer pour demain ce que vous faites, la curiosité, continuer à explorer, continuer à penser différemment, décaler son regard, décaler sa façon de se comporter. Moi j'ai besoin de ça, c'est mon moteur. Et d'ailleurs j'ai déjà eu 6 vies différentes entre médecin, chercheur, astronaute, ministre, président de musée de sciences. Et bon, je ne sais pas ce que sera la 7e vie. On ne me demandera pas de participer à une mission lunaire. Je dis oui parce que je sais qu'on ne me posera pas la question. Mais si vous me le posez, je dirais oui quand je répondrai oui quand même. Mais voilà, donc c'est cette idée de se dire qu'il y a plein de choses à découvrir qui doivent vibrer, résonner avec des choses qui sont en vous. Moi, c'est cet appétit de continuer à explorer, de connaître les gens, d'entrer dans le dialogue, de partager, d'essayer de trouver un langage qui fait qu'on se comprenne, que ce soit être un interprète d'un langage scientifique. Parfois les scientifiques ils parlent entre eux avec un langage que personne ne comprend vraiment. Les ingénieurs ils parlent avec un langage d'ingénieur dans leur domaine précis, dans leur silo, sans savoir obligatoirement communiquer avec d'autres. Les politiques ils ne trouvent pas toujours le langage qui fait qu'on arrive à adhérer à des propositions. Donc il y a cette idée-là. Bon, c'est peut-être parce que je suis très silver maintenant et que j'ai fait plein de choses. Et c'est plutôt dans ces interactions que se situe ma curiosité. Mais en ayant toujours envie de tester les limites. Je dis toujours les limites, on ne les connaît pas d'avance. C'est vraiment en les testant qu'on peut les... Et John Glenn, on parlait tout à l'heure, il a revolé à 77 ans. Donc je suis très vieille, comme vous l'avez vu, du siècle dernier, mais... Bonsoir. Alors, juste, déjà, c'est la dernière question que je peux prendre. Après, oui, c'est court. Et merci, c'était très intéressant. La question à tout le monde, est-ce que vous avez vu et lu le film Solaris de Stanisław Lem? Ce n'est pas sur la Lune, mais ça parle de l'espace. Oui, bien sûr, je connais. Oui. Voilà, je conseille à tout le monde. Merci. Merci. Oui. Il y a plein de très très belles choses dans les films, dans l'art, et c'est ça aussi le bonheur de cet objectif Lune, c'est que il y a de la science, il y a de la technique, il y a de l'humanisme, il y a de l'art, les humanités aux côtés de la science et de la technique. Je trouve que c'est ça le 21e siècle, et c'est ça que vous, jeunes gens, et que nous, parents, on n'a peut-être pas suffisamment expliqué à quel point on est responsable de la direction où vont aller les choses. Il ne faut jamais baisser les bras et se dire que les choses sont faites pour nous. Et il faut être des acteurs de ce monde, et ce monde, il peut s'étendre bien au-delà de notre atmosphère. On va s'arrêter là, mais avant ça, je vais inviter Jean-François Travail et Anne-Laure Damy à venir sur scène très vite. Anne-Laure aimerait prendre l'empreinte de votre main ainsi que celle de Jean-François. Donc on va le faire en live, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est sur un téléphone ou un iPad, et bientôt tout le monde pourra télécharger l'application Vitae Project qui vous permettra de participer et d'envoyer la paume de votre main. Anne-Laure m'a dit tout à l'heure qu'il y avait, je crois, à peu près 60 000 empreintes qui étaient déjà enregistrées. Donc voilà. Voilà. Une première, ça y est. Claudie, vous serez déjà un petit peu sur la lune de cette manière-là. Bravo. Merci à toutes et à tous.
Merci Claudie, merci Jean-François et surtout très bon festival Big Bang et merci à toute l'équipe qui organise tout cela bien entendu. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir.